Ça veut dire quoi, choisir tout? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire? Approfondir sa connaissance de soi? Agir là où on le veut et on le peut? Être en lien avec les autres? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mathilde, bienvenue dans les équilibristes. Je suis ravie de t'y accueillir. Merci, bonjour. Alors Mathilde, on va commencer par parler de toi petite. T'étais comment à l'âge de 7 ans? Tu rêvais de quoi? T'aimais faire quoi? Et quel message tu recevais? C'est pas toujours facile de parler de soi. En tout cas, Non. j'ai souvenir de moi, mais c'est ce qu'on a toujours dit quand même, d'une petite fille plutôt rigolote, enfin, en tout cas qui rigolait beaucoup, gourmande, aimant la vie. J'avais déjà 2 frères et sœurs, je suis l'aînée. Alors après, le 4e est arrivé plus tard, mais avec derrière ma petite troupe. Donc j'étais toujours un peu comme l'aînée, alors celle qui commandait peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas qui avait aussi toujours des idées pour les entraîner. Mhm. Voilà, après on me disait beaucoup de moi, oui, que j'avais plutôt un relationnel, j'étais très ouverte vers les autres. Je pense que ça me caractérise, j'aime créer des liens et très vite avec les gens, parfois aussi enfin très intime. Enfin, je pense que j'aime Mhm. me livrer, j'aime le partage, donc ça me caractérise beaucoup et elle était déjà petite, avec peut-être parfois pour mes frères et sœurs une petite capacité à prendre peut-être trop de place même parce que j'étais là. Mhm. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire? 7 ans, je sais pas si j'avais 7 ans, mais mes premiers souvenirs de qu'est-ce que tu auras envie de faire, Médecins sans frontières, je me Ouais. rappelle. À mes heures perdues, président de la République, en disant je vais essayer de sauver les gens, de m'occuper de la misère. Enfin, il y avait, Ok. je déteste l'injustice, le manque d'équité. Ah, ça, c'est donc il y avait un peu, voilà, la justicière ou syndrome de la sauveuse Ouais. je pense qu'il me poursuit un peu, j'y travaille. Mais je pense aussi, c'est le fait, j'ai beaucoup réfléchi, le fait de l'aîné de 4 enfants. On m'a toujours beaucoup dit, t'es responsable, montre l'exemple, occupe-toi bien d'eux. Et je pense que ça m'a aussi construite, parce que c'est des voix que j'entends très souvent d'eux. Et d'abord parce que c'était comme ça qu'on me demandait de l'être avec mes frères et sœurs. Ouais. C'est marrant, c'est rigolo que tu mentionnes le fait que tu étais l'aîné parce que il faudrait faire une étude sur les aînés et les rôles. Je suis sûre que ça existe, mais il y a un truc avec les aînés et les responsabilités, cette notion de responsabilité qu'on garde Oui, après tout au long de la vie, quoi. C'est ouais, rigolo que ouais, tu je parles de pense, ça. c'est limite psy là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. clair, je pense. Ouais, ouais. Et je te disais en off tout à l'heure, ça fait un moment que je suis ton parcours et c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de te recevoir aujourd'hui, c'est que je t'avais entendu il y a des années, j'avais fait Switch Collective et t'étais venu pitcher ton Switch et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et admiré dans ton parcours, c'est cette capacité à inventer des nouveaux chemins tout en étant dans la même entreprise. Ça fait presque 20 ans, je crois que tu es chez Mazar. Oui. Comment t'as provoqué ça? Je me rappelle bien, c'est un de mes premiers, même pitch tout court. Maintenant, plus habitué à l'exercice, mais Hmm. quand justement, les 2 fondatrices m'avaient dit, ah, mais il faut que tu viennes pitcher, tu as fait un switch. J'en avais même pas conscience. Moi, Ouais. je mettais pas de mots sur ce qui était en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est que sur le moment, j'ai rien
provoqué, je pense. Enfin, parfois, je me dis, c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est une question de chance. Les opportunités, il faut savoir les saisir, mais faut aussi en rencontrer. Mhm. Donc, qu'est-ce qui est dû à la provocation ou pas? Ce qui est sûr, c'est que avec le recul, ça a été un moment charnière et c'est plutôt, j'ai eu un switch dans ma tête, je pense. Un switch dans Mhm. ma tête euh, j'ai pris conscience que moi, en fait, j'étais la bonne élève, quoi. J'ai toujours été la bonne élève, comme j'étais l'aînée, que j'étais la grande et que j'obéissais à mes parents en me disant, bah, fais ceci, occupe-toi. J'étais aussi bonne élève. Ça Mhm. marchait bien à l'école pour moi. J'ai toujours aimé rendre service. Faire plaisir aussi, on m'a toujours dit ça aussi. Enfin, en tout cas, sois sage, fais plaisir. Donc encore une fois, hein, l'éducation, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation. Et dans le faire plaisir, il y avait fais bien ce que tu penses qu'on attend de toi. Ouais. Sois une bonne professionnelle, nourris-toi des feedbacks. Et moi, j'ai besoin vachement qu'on me dise que c'est bien. D'ailleurs, c'est un vrai problème, d'ailleurs, en vieillissant, en prenant des responsabilités, parce qu'on a plus toujours quelqu'un qui nous dit si c'est bien. Et du Mhm. coup, moi, au début, c'était un peu ça. Et c'est ça, je l'appelais ce côté bon élève. Et puis, quand j'ai switché, j'ai d'abord eu un mindset de, en fait, fais-toi plaisir à toi. En fait, j'aimais toujours Mazar, mais je trouvais beaucoup moins de sens dans mon quotidien. Alors, j'étais déjà passée au RH. C'était mon Mhm. premier switch que j'avais fait en me disant, tiens, opportunité qui se présente. Peut-être beaucoup l'auraient pas saisi. Moi, je me suis dit, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais changer de carrière. Beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi t'arrêtes l'audit? Ça se passait super bien. Ah, mais parce que ça me parle, je vais apprendre d'autres choses, sans aucune forcément assurance de quoi que ce soit pour la suite. Mais vraiment, Mhm. à l'intuition, comme je disais, j'ai toujours été assez instinctive à l'intuition. Je me suis dit, je le sens bien, samedi, Ouais. j'y vais, sans jamais rien regretter. Moi, j'aime bien quand, voilà, le nouveau, l'inconnu, ça, c'est quelque chose qui me font pas peur. Au contraire, je pense que peut-être que je m'ennuie assez vite. Donc, ça m'allait très bien. Et en fait, j'ai été très contente des premières années, mais j'ai pas trouvé tout ce qui je pense, m'épanouisse, ce dont j'avais besoin pour être épanouie. Et j'ai cru que c'était le fait, j'étais en recherche de liberté, de créativité. Je me suis dit, c'est pas dans mon métier de RH, je vais créer ma boîte. Bon. Euh, En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est là où je me suis rendu compte que s'était passé quelque chose chez moi. C'est quand on se projette ailleurs, quelque part, on lâche prise dans son organisation. En tout cas, moi, la Mhm. bonne élève que j'étais a lâché prise sur, après tout, le regard des autres, puisqu'en fait, j'étais déjà en train de me projeter ailleurs. Donc, c'est comme si j'avais lâché prise, rabaissé la pression, osé être moi-même en me disant, t'as plus rien à perdre. Ouais. Et il se trouve qu'on m'a donné, encore une fois, une ou deux opportunités se sont présentées de projets. Je me suis dit, bah, allez, vas-y. Et cette fois, fais-le comme tu aimerais le faire pour t'amuser et non pas pour faire plaisir aux autres ou pour avoir des... Voilà. Ça a été, je pense, vraiment le déclic dans ma vie. Et j'ai de la chance, je pense vraiment que j'ai de la chance que ce soit arrivé assez tôt, en fait, dans ma carrière, parce que c'était il y a 10 ans. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, on pouvait risquer d'être soi-même dans son travail. Et quand on est soi-même, ben, forcément, je pense qu'on influe sur son poste parce qu'on va peut-être pas le faire comme que les autres l'auraient pensé ou en tous les cas, est-ce que j'ai créé, je sais pas si j'ai créé un nouveau job ou un switch, j'ai surtout osé être moi-même et adresser mes sujets, ce que j'avais envie de faire bouger, etc. Et oui, c'était nouveau pour l'organisation. Et après, à partir de ça, il y a eu plein de choses et je fais plein de trucs différents. Voilà, mais c'est plutôt un mindset plutôt qu'une expérience en tant que telle. Parce qu'en fait, Mhm. ce mindset-là, je pense qu'il m'a pas trop quitté. Ouais, c'est génial parce que tu as anticipé ma question d'après, parce que c'est ce que je voulais te dire, c'est que c'est une autre chose que j'admire dans ton parcours, c'est cette façon que tu as l'air d'amener beaucoup de toi et à faire cette capacité à faire vivre ce en quoi tu crois. On sent que ton rôle, tu l'as vraiment modelé, qu'il est à ton image, qu'il est très empreint de qui tu es toi. Euh, et ça, tu as des exemples de ce que tu as amené qui était peut-être nouveau et qui... euh, Bah, en fait, déjà, je pense que j'ai pris confiance dans mes assets. Au sens, je pense qu'on est tous faits pour être à un endroit à un moment.
Et en fait, quand j'ai commencé chez Mazars, donc je disais, cette boîte, de toute façon, j'ai postulé que chez Mazars à la sortie d'école, donc il valait mieux qu'ils me prennent. Je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi. Il se trouve qu'ils recrutaient en audit. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, travailler en équipe, on fait plein de choses différentes. Puis comme je savais pas trop quoi faire de ma vie, je me suis dit, bah déjà, je vais développer pareil, je vais développer plein de compétences et je Ouais. bossais avec des gens chouettes. Moi, voilà, mes deux drivers, faire des choses qui m'intéressent avec des gens chouettes. Et du coup, je suis arrivée dans ce métier-là. Et en fait, bah, quand on parlait de moi, mais comme quand j'étais petite, hein, les premiers mots qui venaient, c'est Mathilde, elle est sympa. Mathilde, c'est sympa de travailler avec elle. Mathilde, elle est chouette. Enfin, ça m'énervait. En fait, honnêtement, pendant mes débuts de carrière, surtout quand on commence dans la finance, en fait, je me disais, mais en fait, c'est pas une compétence d'être sympa. C'est pas une compétence d'être souriante. C'est pas une compétence d'être optimiste. Et en fait, j'étais hyper vexée. Parce qu'en plus, dans le métier de la finance, c'est la rigueur, l'intelligence, les chiffres, l'analytique. Moi, je voulais qu'on me dise d'autres choses. T'es Ouais. hyper rigoureuse. Ouais, ouf. T'es super. Et en fait, et en fait, ça m'énervait. Et en fait, souvent, les gens disent, non, mais t'es tout ça aussi, mais en plus, t'es ça. Ouais. Et j'avais l'impression que c'est un peu comme on dit, vous savez, c'est de la plante verte, quoi. Ah bah, t'es bien Mm. jolie, quoi. Mm. J'étais, ah, non, mais attendez, ça n'importe. Et en fait, quand je suis arrivée dans les RH, alors je dis pas que c'est forcément une qualité attendue des RH, mais en tout cas, c'est devenu une force pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on essaie de me montrer, c'est que j'avais moi plutôt des qualités humaines, en fait, relationnelles. C'est-à-dire que j'en ai pas d'autres, mais ce qui me caractérise, ce sont mes qualités relationnelles. Et en fait, ça peut être une super force. Et je pense aussi que j'ai trouvé aujourd'hui une aire de jeu, enfin des sujets sur lesquels en fait c'est justement ces compétences relationnelles qui font la valeur de mon métier ou de ce qu'on attend de moi. Donc en fait, c'est génial. Enfin, j'ai l'impression que je suis douée dans ce que je fais parce que je suis moi. Enfin, c'est quand même, Ouais. mais c'est pas moi, Mathilde. Je pense que c'est des compétences, c'est ces qualités-là. Et donc, c'est vrai que ça aide énormément à prendre confiance en soi. Je me suis Ouais. rendu compte que j'avais des assets et que ça, bah, il fallait que je le tire. Et en fait, moi, ça me coûte rien parce qu'en fait, c'est des choses qui me parlent tellement naturellement que, en fait, en plus, c'est facile, ça ne me demande pas d'effort. C'est ma nature, enfin, c'est ma personnalité qui est comme ça. Et donc, comme quoi, les sujets de personnalité influent énormément les compétences, performances, en fait. Parce que je pense que c'est plein de choses aujourd'hui qu'on me dit. Donc, il y a quoi? Je pense qu'aujourd'hui, des choses qu'on peut-être, c'est la transparence, c'est la spontanéité, c'est rigoler. En fait, oui, dans mon métier, déjà, parce que souvent, c'est pas des qualificatifs qu'on associe à la fonction RH. Donc, on me dit Ouais. souvent, c'est différente des RH. Je dis, mais différente de quoi? Ah, mais en fait, t'as l'air si. euh, Enfin, je dis, en plus, c'est hyper dur, pardon de parler de soi avec humilité, mais souvent on me dit, mais t'es aligné. Mais en fait, ce que tu dis et comment tu es, ça résonne. En fait, c'est cohérent. Mais je dis, bah oui, ce que je dis, ce que je pense, je dis ce que je ressens. En fait, et c'est tellement, franchement, épanouissant de Mm. pouvoir être qui on est au travail. Ouais. Et que se rendre compte que c'est peut-être ça qui fait que ça marche justement bien. Bah, c'est vrai que ça veut pas dire que je doute pas et que parfois j'ai peur et plein de Mm. trucs, je me dis, ah, je suis pas au niveau, je suis pas ceci, pas cela, mais pour autant, je suis très sûre de mes assets. Mm. Et donc, ça m'aide à prendre des risques. Après tout, je me dis, enfin, il n'y a pas de raison, quoi. J'ai Mm. moins peur, c'est clair, j'ai moins peur. Mm. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie plein de fils que j'ai envie de tirer dans ce que tu dis. Il y a la notion de flow qui m'est venue, tu sais, quand tu disais finalement, ça me coûte pas d'effort. En fait, je suis à ma place et donc ce que je fais, ça vient assez naturellement. Et il y a cette idée aussi j'aime bien ce que tu dis parce que c'est un mélange de force et d'humilité. Et c'est des qualités qu'on a souvent l'impression de vouloir opposer, tu vois, comme si être fort ou être dans une position de leader, ça voulait dire j'aime bien ce que tu dis là sur la confiance et sur ce en quoi tu es sûr et ce qui n'empêche pas le doute et qui n'empêche pas non plus de se poser des questions, quoi. Mm. Euh, Oui, et après,
chance pour moi que je suis à une autre époque que si j'avais été DRH il y a peut-être 25 ans. Non, Ouais, mais je m'exprime parce ouais, que je pense que c'est des nouveaux formes de leader. Pareil, en oui. fait, moi, je suis gentille. Enfin, on dit, Mathilde, t'es gentille. Mais en fait, j'ai un côté très altruiste, hein. C'est encore une Mhm. fois, c'est ma nature, c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est aussi, ça résonne en moi, ça devait être des traits de personnalité. Mais aider son prochain, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Et en fait, je me comporte comme ça. Et honnêtement, je suis pas sûre qu'à 25 ans, c'était les attributs recherchés pour un leader. Le sujet, Mhm. c'est qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens recherchent. Donc en fait, pardon, mais c'est un peu malgré moi, hein, je me dis, j'ai de la chance d'être en 2023. Ça, c'est vu comme Mhm. des facilités, mais j'ai commencé Mhm. ma vie professionnelle, c'était pas vu comme des qualités forcément. Ça pouvait être vu comme de la faiblesse, Mhm. la capacité à partager ses doutes, être vulnérable. Quand tu étais chef, fallait pas être vulnérable, etc. Or, aujourd'hui, bah, on est aussi, enfin, moi, je suis très, en fait, tant mieux, c'est moi, mais en plus, je l'assume d'autant plus que, comme je suis DRH, j'étudie aussi tous les sujets de comportement, Bien de sûr. sciences sociales, voilà, et je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'allais dire, à l'inverse, il y a parfois des gens, je dis, mais pourquoi tu agis ainsi? Même si c'est pas ta nature profonde, Mhm. enfin, aujourd'hui, c'est un acquis que faut pas se comporter comme ça. Ça provoque tout le contraire, en fait. Euh, voilà, il y a bien sûr chacun va avoir une spontanéité peut-être par rapport à sa personnalité sur ces sujets-là, mais après, si aujourd'hui on veut bien manager, on a des clés aussi. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Donc en fait, Si, ouais, je si. pense qu'il y a une époque aussi où bah, c'est ça qu'on recherche. Donc c'est un peu malgré moi, bah tant mieux, je suis comme ça. Mais encore une fois, il y a 25 ans, je suis pas sûre que c'était ces qualités-là qu'on recherchait chez un leader. Oui, c'est sûr. Et je pense que même aujourd'hui, hein, je pense que tu vois, on en parle beaucoup plus. C'est effectivement entendu et audible. Mais pour autant, ce que tu décris là, je sais que souvent il y a des auditeurs qui m'écrivent et qui me disent, mais ah bon, ça existe ça, tu vois. C'est pas juste des mots, ça existe vraiment dans certains environnements de travail, tu vois. Donc on est en chemin, quoi, sur ces questions-là. Et Oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, clair qu'on voit pas ça ouais. partout. Mais alors, par contre, je suis archi convaincue que c'est comme ça Ah oui. qu'on crée de l'engagement et de l'envie. Alors, enfin, moi, je l'expérimente au quotidien. Enfin, je pense que oui, les gens l'expriment en fait librement parce qu'en plus, quand on est authentique et spontané dans la relation, les autres le sont aussi. Donc, en fait, voilà. Après, je dis pas que c'est pas compliqué et que parfois on est à des moments de vie où on perd confiance, on est moins sûr de soi. Voilà, j'ai de la chance que sur les autres piliers, ça se passe bien aussi, même très bien pour moi. Donc, ça me permet d'être Ouais. équilibrée aujourd'hui. Mm. Peut-être que je serais pas dans cet état d'esprit-là si je traversais aussi voilà, des moments compliqués. Donc, je pense Mhm. que c'est hyper lié à comment on sent dans ses baskets à un Mhm. moment donné, en fait. Ouais, complètement. Et justement, on va continuer peut-être un peu sur cette veine de ce qu'on associe à l'image du leader. Et en France, je trouve en particulier, c'est pas vrai dans plein d'autres pays, mais en France, on fait beaucoup l'amalgame de poste à responsabilité. Ça veut dire longues heures de travail, pas de vie en dehors du travail. Et c'est particulièrement, enfin, c'est pénalisant pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes, dont on sait, les études le prouvent, qu'elles, pour beaucoup, hésitent à se projeter au-delà en se disant, mais non, je vais trop sacrifier la marche du dessus. Et je t'avais entendu dans un podcast, je crois, euh, vraiment challenger cette idée que la valeur que tu apportes n'est absolument pas liée au temps que tu passes dans Mm. l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Euh, oui, alors c'est vrai que déjà, enfin, je pense qu'on a tous fini, enfin, dès lors qu'on part bah, si on tire le fil de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire être bien dans ses baskets, conduit à être bien dans sa peau, donc peut-être meilleur dans ses interactions relationnelles et donc bah, dans les postes de leadership, de direction, etc. C'est important. Bah, ça veut donc dire que quelque part, l'équilibre de vie qu'on a est hyper lié à sa performance. J'en suis Mm, certaine, en fait. mm, Et, euh, et aujourd'hui, dans l'équilibre de vie, on est dans des générations, mais qu'aussi une époque, plutôt une époque où, en fait, l'équilibre de vie, c'est tous les équilibres. Donc, c'est l'équilibre familial, l'équilibre social, l'équilibre intellectuel, que parfois peut nourrir être nourri par le travail, mais qui peut être nourri par d'autres projets. Moi, j'aime bien, j'ai une autre activité à côté qui me nourrit énormément aussi en termes d'épanouissement professionnel, où je peux faire des conférences, des interventions, mm, voilà,
avec un statut d'indépendante, et Mhm. Mazar est au courant justement on l'encourage, Ouais. et moi j'y crois beaucoup parce qu'en fait, donc aujourd'hui, en fait, je travaille beaucoup. Mais c'est pas, il est pas subi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai plutôt le syndrome de choisir, c'est renoncer. C'est que Mhm. j'aime tellement de choses que, oui, parfois, je me dis, attends, tu vas pas pouvoir être DRH à temps plein, faire ton activité de conférencière. Je suis présidente du Lab RH. Et oui, beaucoup d'engagement. Euh, Ouais. et en même temps, ça me nourrit aussi beaucoup. Donc, en fait, Ouais. si j'arrive pas aujourd'hui à jauger, c'est que je sais pas quoi enlever parce qu'en fait, je perdrais quelque chose. J'ai vraiment le choisir, c'est renoncer. Donc Mhm. après, je pense qu'aujourd'hui, et ça m'a beaucoup questionné aussi parce que, et ça, et s'il écoute le podcast, il être mais mon manager aujourd'hui, qui est le CEO de la boîte, on en a beaucoup parlé sur, en fait, quelque part, la contribution, parce que du coup, si je prends certaines de mes activités, donc c'est jamais sur mon temps de travail, mais moi, je suis un cadre forfait jour, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire le temps de travail? Ouais. On peut se dire que quelque part, le temps où je fais ça, je le fais pas du temps pour Mazar, et en fait, on a vachement par ricochet essayé de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui contribue à créer de la valeur ou non? Et il me dit, mais tu Mhm. sais que même tes autres activités contribue à de la valeur pour Mazar. Parce qu'en Bien sûr. fait, c'est des choses sur de la visibilité, c'est des écosystèmes que tu fais rencontrer, etc. Et c'est comme Ouais. ça qu'en fait, on a pris conscience que quelque part, c'est pas tant un nombre d'heures, parce qu'en plus, on a des gens qui travaillent beaucoup pour produire quoi à la fin, pour apporter quoi. Et c'est Ouais. triste d'ailleurs, parce que souvent, la confiance en soi, elle vient de la conscience qu'on a justement, on apporte quelque chose, une Mhm. valeur aux autres. Moi, je suis convaincue à la notion Mhm. d'utilité aux autres. Je pense que les hommes et les femmes, l'espèce humaine, c'est une espèce d'abord sociale. Et donc, en fait, participer à un groupe, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire pour nous. Et donc, cette utilité aussi au groupe. Et ça n'a rien à voir avec le temps passé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a un vrai enjeu si on veut redonner du sens au travail. Par exemple, ça n'a rien à voir avec les sujets de temps de travail. La semaine de 4 jours, en fait, ça, c'est un bon sujet. Tenez, en fait, derrière la semaine de 4 jours, il y a le fait qu'on veut retrouver du sens à sa vie. C'est ça qu'on est en train de Tout à dire. Parce fait. qu'on se dit, on passe trop de temps au travail, et si j'avais plus de temps pour moi, je pourrais faire d'autres choses. En fait, c'est une notion de sens de vie. Et derrière la notion de le sens de ma vie, il y a le sens de mon travail. Peut-être parce que je ne vois pas assez de sens à mon travail, je souhaite diminuer mon temps de travail, en fait, pour trouver du sens ailleurs. Donc, ça veut dire que déjà, le problème initial était, je ne vois pas de sens à mon travail. Mhm. Après, il peut plus ou moins grand, le sens. Mais si on n'en voit pas du tout, ouais, ça devient très sub. Et je pense que ça, c'est plutôt destructeur de valeur. Donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui, de repenser la valeur et non pas le temps passé au travail, c'est ce qui permet de redonner du sens à sa mission, à ses actions au quotidien, à ses décisions. Et donc, en fait, ça nous rend plus humains en tant qu'individus. Ouais. Après, maintenant, le système français fait que c'est très compliqué. On ne change pas un système. On a un droit du travail autour du temps, Mhm. avant autour du lieu. Le Ouais. lieu est parti en éclat, a volé en éclat grâce au Covid. Le temps aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, l'émergence des freelances, l'explosion des gens qui ont plusieurs activités, les fameux sujets qui sont en train d'arriver sur la compression ou non, la flexibilité dans l'organisation du temps, montrent bien que, en fait, voilà, ça re-questionne tout ça et le sens même de à quoi ça sert. Je passe 10, 15, 20 heures au boulot. Et donc voilà comment tout ça est arrivé. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout dans une industrie comme la nôtre où on valorise même nos missions au temps homme, au jour homme, comme on Ouais. dit Ouais. Ouais. dans la profession. Et c'est tout un enjeu pour nous de repenser nos business models pour, je pense, aller beaucoup plus sur la compétence et la valeur produite. Et ça permettra de faire rencontrer à la fois les attentes sociétales Ouais. et puis aussi les enjeux très business des organisations, en fait. Ouais. Il y a je saute un peu de sujet parce qu'il y a un sujet qui est très lié dans la notion vaste d'équilibre des temps de vie et qui est celle de
de l'attention, de l'espace mental. Et je suis très intéressée de comprendre ce que tu fais. Donc, tu t'as parlé, tu es présidente du LabRH, tu es aussi coprésidente de l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Comment vous œuvrez au sein de cet observatoire pour autour de ces notions de déconnexion, d'espace mental, de soins qu'on porte à l'attention? Qu'est-ce que tu Bah, travailles là-dessus? c'est vrai que ça, c'est le sujet, enfin, je pense que c'est le sujet de nos organisations, mais de notre société. Ouais. On dit qu'on est dans une société qui s'individualise. Moi, je suis pas contre l'individualisation au sens la personnalisation des Mhm. expériences, que ce soit en entreprise, dans la vie, etc. Parce qu'on est tous uniques et on a tous Mhm. et différents. Et donc, c'est important d'accueillir la personne comme elle est. Donc, ça veut dire qu'on ne nous met pas dans des cas, dans des moules. Et donc, qu'on prend en compte cette part d'individualité chez chacun et chacune. Mais aujourd'hui, cette individualité, elle fait on s'oppose, je trouve, on fait attention les uns les autres. C'est un peu le risque, hein, à force d'être trop refermé sur soi, bah, c'est plus porter attention aux autres. Et aujourd'hui, sur les sujets, je pense, d'inclusion, de diversité, c'est comment on passe, je trouve, d'un système où aujourd'hui on existe par ses différences à, en fait, on est extrêmement inclusif et en fait, chacun vient avec ses différences, pardon, mais cueilli par l'autre, quoi. Et je crois beaucoup au sujet d'attention du quotidien, les bonjours, les merci, les comment tu vas, t'as des problèmes perso, bah ouais, tu vas pas être au top au boulot, mais c'est normal en Mhm. fait, et c'est pas grave, et puis ça ira mieux après, et comment je peux t'aider. Enfin, Mhm. et de plus en plus, on parle des relations interpersonnelles au travail, qu'elles soient managériales ou horizontales. Et en Mhm. fait, je trouve que on perd parfois un peu notre humanité. Or, si, avec tous les enjeux aujourd'hui qu'on entend autour des nouvelles technos, de l'IA, de la robotisation, alors, attention, est-ce que enfin, bah, c'est le sujet, c'est de dire, bah, réaffirmons ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire les relations aux autres. Alors après, avec son lot de malheur aussi, parce que c'est peut-être les choses les plus compliquées, les relations interpersonnelles. Et moi, Ouais. j'aime beaucoup étudier ça, mais parce que c'est très compliqué. Ouais. En fait, on peut pas, enfin voilà, gérer les gens, leur confiance en soi, les problèmes d'ego, les problèmes tout court. C'est complexe, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut qu'on reprenne cette attention dans les organisations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, on forme beaucoup, on ose parler de la prévention des risques psychosociaux hein, pendant les années 80, enfin vraiment pendant des années, c'était un mot, attention, RPS. Oui, mais en fait, la prévention des risques psychosociaux, c'est déjà aussi apprendre à détecter les signaux faibles de quelqu'un qui va pas bien, qui est stressé, qui est peut-être va être en burn-out. C'est des mots que parfois on utilise sans le vouloir et qui blessent énormément parce qu'on ne sait pas quelle est la personne qui est derrière. C'est les termes qui sont excluants ou qui sont pas tolérants. C'est le manque de tolérance aussi. Mm. Honnêtement, c'est tous les débats qu'on a dans la société et qui sont en train d'arriver dans les entreprises. Parce que les entreprises, ça reste que des mini-échantillonnages de société Oui. en fait. Mm. Ouais. Et donc du coup, forcément, quand la société elle va pas bien, bah, socialement dans une entreprise, c'est plus compliqué. Et je pense qu'on a, nous, devoir d'essayer de maintenir un cadre où, bah non, en fait, on va travailler tous ensemble et donc voilà. Donc, c'est aussi débattre de pas mal d'enjeux de société aujourd'hui autour les sujets, bien évidemment, de parité, de diversité, d'inclusion, de handicap, d'orientation sexuelle. Même si j'aime pas mettre des mots sur tout, Mm. l'idée, c'est pas dire, pardon, mais chaque communauté porte étendard, mais c'est dire en fait, est-ce que je fais attention à tous ces sujets-là quand je parle avec quelqu'un, j'essaye de construire une relation, Mm. si je veux qu'elle soit saine. Donc, on est vraiment le sujet de l'attention, qui ai-je en face de moi, d'où cette personne vient, et avec beaucoup de bienveillance et non-jugement. Et donc, c'est donc des formations. On fait aussi beaucoup de choses sur la santé mentale, parce que ça, c'est un des gros risques dans notre industrie et dans la prestation intellectuelle. L'accident du travail, il est rarement physique, mais il est mental, en fait, hein, le burn-out, le stress numérique. Et ça, les usages numériques aussi nous, Et on ne sait oui, pas aller de façon graduelle. On est des extrémistes, c'est clair. les gens. Donc, en fait, on n'avait rien et maintenant, on se fait complètement, mais pardon, mais moi je le dis, hein, pourrir la vie par les usages numériques. Oui. Moi, je reçois beaucoup trop de mails, beaucoup trop de réunions. Parfois, je sens que mon cerveau, il va péter un câble. Ouais. Et oui, je le dis, enfin, je pense, et à tous les niveaux de responsabilité.
Et ça, j'essaye de faire en sorte que, parce que ça me pollue, moi. Moi, j'ai pas envie de rentrer le soir avec 200 mails qui m'attendent. J'ai pas envie de lire un dernier mail qui m'a stressé, qui fait que je vais pas bien quand je suis rentrée avec mes enfants ou que j'y pense tout le week-end. Trop de réunions, on n'a plus le temps de se croiser, de parler d'autre chose que de boulot. Enfin, voilà, tout ça, non, ça me va pas à titre personnel, donc j'essaye de le changer aussi pour les autres. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ma question, j'ai parlé d'attention j'entendais l'attention mentale, tu vois ça, Mm. ce que tu Mm. et c'est rigolo parce que toi, t'as entendu l'attention à l'autre. Mais c'est Ouais. intéressant comme les deux Ouais. sujets sont liés en fait, Oui, comme tu es ouais, arrivé tout à à ce fait. sujet-là. C'est rigolo. Et justement, ouais, dans cet observatoire-là de l'infobésité, est-ce que tu as des bonnes pratiques par rapport à ça ou des choses que tu essaies de promouvoir pour justement, moi je l'entends beaucoup, cette souffrance, et notamment chez les managers, tu vois, qui ont une espèce de double injonction de disponibilité, de réactivité, notamment pour leurs équipes, et en même temps finalement de prendre soin de leur propre équilibre et de Mm. leur propre déconnexion. Qu'est-ce que tu... Bah, là, pour moi, t'as raison, et il y a deux sujets. Il y a les pratiques managériales et Mhm. les outils numériques. Donc, je pense en fait, on est passé, voire parfois on était du digital pour du digital, du numérique pour du numérique. Il y a plein bien sûr, d'efficiences et d'usages qui font que là, on vit mieux avec le numérique. Mais en Mhm. fait, si on n'est pas vigilant, ça devient un poison. Ça devient un Ouais. poison parce qu'en fait, n'arrive plus à se déconnecter. Euh, on a des mauvais comportements, parfois inconscients, hein. C'est le fameux Ouais. sujet. Bah, le soir, moi, j'attends rien de mes équipes, mais je suis plus tranquille. Je traite mes emails. Oui, mais tu as un Mhm. lien de subordination. Donc, en fait, toi, dans ta tête, tu te dis que tu n'attends pas de réponse, mais tes équipes, ils Ouais. reçoivent le mail le soir. Peut-être qu'elles se disent que. Donc, en fait, il y a un moment, c'est ça aussi l'attention. Il y a un sujet, c'est l'empathie. L'empathie, pas au sens être gentil avec tout le monde, mais juste la capacité à se mettre à la place de l'autre en Oui. fait. Alors, parfois, faut pas tout le temps trop, mais se dire un peu. Donc ça, il y a ce sujet, il y a ce sujet-là. Mais derrière ce que tu questionnes sur les managers, c'est que je pense aussi on prend enfin conscience que le management, en fait, c'est un métier. Oui. Il faut du temps et il faut des compétences. Et ça, c'est quelque chose, j'en suis assez convaincue, c'est que le management découle de la révolution post-industrielle, enfin industrielle, où en gros, je suis une chaîne de production et quelque part, voilà, chacun remonte à l'autre et du coup, on était aussi dans un management délégation contrôle. Je délègue, je Mhm. contrôle et que je machine. En plus, ensuite, on a eu quand même, bon, bah, le management statut, évolution statutaire, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin, pendant de longues années, tu évoluais, tu avais donc du management, mais qui était davantage un statut. Je suis le Mhm. chef de. C'est comme ça qu'on est arrivé avec des comportements un peu de tyran, en tous les cas. Voilà, je te dis ce que je fais, ce que je veux pas, je veux que tu restes, je veux pas. Enfin, un peu le contrôle sur les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, une des crises autour du travail, c'est notamment la relation managériale. C'est pas parce Oui. on manage quelqu'un qu'il est à nous, qu'on a des droits sur les gens. Enfin, ça me paraît lunaire, même en tant qu'organisation. Et donc, en fait, voilà, on voyait, j'évoluais, j'avais des équipes. Et alors, moi, combien de fois j'ai entendu des comparaisons de taille d'équipe? Sous-entendu, bah, plus j'ai une grosse équipe, plus ça veut dire que j'ai une place haute dans Ouais. l'organisation. Et en fait, ça montre bien qu'à aucun moment on parle de mission, de compétences et surtout de temps alloué. Les managers, ils avaient un rattachement hiérarchique et ils avaient leur production à faire. Et donc aujourd'hui, bah, le management, c'est de l'attention, c'est du temps de formation, c'est qu'en plus avec le travail hybride, ça nécessite encore plus, je Oui. pense, de temps pour expliciter, mettre des objectifs, faire du feedback, anticiper les choses. Et en fait, voilà, je pense que le management, c'est un métier. Et en fait, il faut juste des managers de métier, donc qui ont les compétences, qui sont formés pour et surtout qui ont le temps. Et je Mhm. pense que comme c'est pas comme ça que sont pensées les responsabilités managériales, et même chez Mazar, pas suffisamment, hein, on va être Mhm. très clair, hein, parce que bah il y a un sujet aussi d'équipe en fait, enfin de Oui. ressources, de taille de, enfin il faut aussi pouvoir financer ces managers de métier pendant très longtemps. Comme on percevait pas forcément la valeur produite de ces postes-là, on disait ah, en plus tu auras le management, c'était vraiment l'adjectif quoi, Oui, c'est le ça. truc en plus, tu vois, je te donne le management. Si
principe que aujourd'hui les relations interpersonnelles et la qualité de vie au travail sont des critères importants d'efficience de l'organisation, alors en fait, c'est des postes qui doivent être créés et dont le temps ne va, enfin, en face du temps, on va pas mettre des KPIs financiers au sens, il n'y a pas de business, il n'y a pas de production, mais il y Mm. a peut-être une autre façon de mesurer. On revient au sujet de valeur Bien et sûr, la d'impact. mesure. Ouais. Et c'est pas que de la valeur économique, c'est de la valeur sociale, mais qui contribue à cette valeur économique. Ah, là, je pense ce serait mieux. Et du coup, je pense qu'il y a les deux phénomènes. Il y a le fait que tu n'as pas le temps de manager et en plus, tu as les outils maintenant, te pourrissent la vie, ce qui fait que les managers intermédiaires, c'est la population la plus, je pense, la plus en souffrance sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, être bon manager aujourd'hui, ça te fait travailler beaucoup, hein. C'est beaucoup sur ton engagement personnel, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense qu'on commence à peine enfin, on commence à le réaliser. Et moi, j'ai vu fleurir plein d'initiatives, presque trop. Et on a tellement voulu les aider à une époque post-Covid là que c'était presque trop de formation, d'aide, etc. Et, euh, et c'est très, ça fait écho ce que tu racontes. Je voudrais qu'on revienne à toi, Mathilde, pour terminer ce temps ensemble. Je crois que tu viens de déménager à Rennes. Oui. Et je voulais savoir comment ça se passait pour toi, cette transition. Alors, c'est un gros choix d'équilibre de vie, ce sujet Ouais. dont tu parles si souvent. Euh, En fait, on est arrivé, je pense, avec ma famille, mon mari, on aime tous les deux notre job, voilà, on a beaucoup de chance, on était bien à Paris, on a 3 enfants, on a aussi des jobs qui nous épanouissent et qui sont engageants. Donc, Mhm. on a décidé depuis le début de mener chacun notre carrière sans faire de sacrifices, Mhm. mais tout en pouvant offrir quand même à nos enfants un cadre de vie, un cadre familial où ils voient quand même leurs parents. Mais c'est pas évident aujourd'hui de faire ça à deux, en fait, sans que l'un ait à compenser pour l'autre. Ouais. Donc, on essaye d'être très équilibré. Bon, sans moi, je cache pas que mon mari, je pense, même parfois fait un peu plus de choses que moi. J'ai pas de légitimité à porter toute la charge mentale de la maison. Et en même temps, ça, c'est intéressant, c'est que la société l'assume pas trop, en fait, ce type de carrière. Donc, en fait, on prône beaucoup sur les carrières des femmes, l'évolution, mais en même temps, on va dire la maman, elle doit être présente. Ouais. Enfin, donc, je trouve qu'il y a plein d'injonctions contradictoires aujourd'hui et en même temps, il y a un moment, on peut pas tout avoir, en fait. Donc, Mm. il faut que chaque personne et chaque, je pense, famille a son équilibre. Nous, notre équilibre, il est aujourd'hui. Peut-être qu'il ne parle à pas d'autres personnes, mais c'est le nôtre. Et en fait, la- on s'est rendu compte que c'est pas toujours la quantité de travail qui est un problème d'équilibre, c'est la pollution mentale. Mhm. À Paris, on était tous les deux à Paris avant, on travaillait beaucoup. Alors tous les soirs, on rentrait chez nous, hein, on voyait nos enfants. Mais la vie active à Paris, le dynamisme qu'on adore, parce qu'on a gardé tous les deux nos jobs à Paris, faisait que le week-end, on n'arrivait pas à se remettre peut-être dans une bulle qu'on avait besoin pour compenser une énergie folle la Mm. semaine. Et on Ouais. s'était rendu compte que c'est pas forcément en changeant de job, hein, c'est un meilleur. En fait, c'est tout le sujet des équilibres. Qu'est-ce qui Mm. nous manquait? Ben, il nous Mm. manquait ces espaces où on pouvait se retrouver un peu dans notre bulle, qui nous permettaient de nous ressourcer pour avoir le bon niveau d'énergie dans nos vies actives. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en jouant sur l'espace, mais pas sur le temps de travail, eh ben, on pouvait peut-être recréer des équilibres. Et alors ça, j'en parle pas forcément beaucoup, mais il y a des gens qui me disent, oh, mais ça va, il y a 2 soirs par semaine, t'es pas chez toi. Voire parfois des discours culpabilisants, mais tes enfants. Et je Ouais. trouve ça tellement dur en fait comme jugement parce que bah moi avant je dormais peut-être plus souvent à la maison, mais pourtant je rentrais tard et je suis pas sûre que le week-end j'étais comme je le suis aujourd'hui. Donc en Mhm. fait c'est quoi être équilibré? Moi je pense que c'est être bien dans sa tête, profiter des instants présents et être dans le qualitatif. Et je préfère peut-être pas être tous les soirs à la maison, mais quand je le suis, je finis plus tôt, je passe plus de temps qualitatif, je suis moins stressée, je suis plus sereine. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est à peu près 2, 3 jours par semaine à Paris. Le reste, je suis à Rennes. Donc je suis retournée dans le fief familial parce que ça aussi, je me suis rendu compte que j'étais à un moment de ma vie, je pense moitié de vie professionnelle. J'ai commencé les 20 premières années à Paris. C'est les sorties, c'est les copains, c'est voilà, j'ai pas construit ma famille tout de suite. Et aujourd'hui,
40 ans passés, je me dis, je suis dans la deuxième partie de ma vie professionnelle. Et surtout, j'ai aussi besoin le temps passe, de ma famille, de mes parents, de mes frères et sœurs. C'est ça dont j'ai besoin en ce moment aussi pour mon équilibre. Et Ouais. donc, voilà. Du coup, on l'a changé de cette manière-là. Et bon, après, c'est assez récent. C'était cet été. Donc, Mhm. bon, il me faut un peu plus de recul pour dire L'expérience est-ce est que en c'était cours. le bon Ouais. choix. Mais pour l'instant, je vois qu'en tout cas, le changement d'espace, c'est intéressant, joue réellement sur mon mindset. Et donc, les week-ends, je passe pas les mêmes week-ends et c'est pas la même énergie que j'ai le lundi matin quand je repars, juste en ayant changé de lieu, en fait. Mm. Voilà. C'est passionnant. J'aimerais discuter des heures avec toi, mais le temps étant une ressource très précieuse, j'ai juste une dernière question pour toi, Mathilde. J'aimerais savoir de quoi tu es fière. C'est une bonne question. Bah, moi, je suis plutôt fière de ma vie tout court. Je me dis, en disant ça, ça fait un peu voilà, ambitieux. Enfin, sans dire que j'estime avoir réussi, mais ma vie, elle me va parfaitement. Je suis fière, c'est que jusqu'à maintenant, je regrette rien. Je dis pas que ça a toujours été facile. J'ai eu des moments de ma vie plus difficiles sur le plan perso, par exemple. Enfin, voilà. Mais ouais, peut-être la fierté, c'est qu'aujourd'hui, j'assume tous mes choix et là où j'en suis, mais même si je sais pas du tout ce que je ferai demain, où je serai, etc. Mais je suis assez fière aujourd'hui, en fait, j'assume tout. Donc, ça veut dire que j'ai plutôt été, on va dire, pas maître de mes décisions, mais mon enjeu, c'est je veux pas subir, en fait. Je veux pouvoir me Ouais. sentir actrice de ma vie et je pense que je suis actrice de ma vie. Voilà. Ouais, c'est ce qui transparaît dans tout ce que tu as partagé, là, vraiment cette idée de piloter, on emploie le mot qu'on veut, quoi, mais d'être aux manettes, de Ouais. décider. Ouais. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir, merci à toi. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.conscious, culture-au-pluriel.com, consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode.